Merci bien. Donc, bonjour ou rebonjour à tous pour ceux que j'ai déjà pu saluer. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin, un petit peu impressionné par les noms au-dessus de moi au niveau de l'affiche, là, mais très heureux. Donc, ce que je vous propose, c'est effectivement de poursuivre la matinée en essayant de voir un petit peu ce qui concrètement, pratiquement, peut être mis en place en termes de management pour gérer un petit peu cette période de transition. Et puis j'aborderai également quelques éléments de monitoring, voire essayer d'avoir une démarche un peu proactive, à ne pas subir les choses et au contraire être proactif pour mettre en place un système de veille et éventuellement d'alerte, le cas échéant, en cas de souci. Donc voilà un petit peu le plan que je vous propose. Donc j'ai essayé d'identifier un peu les 4 piliers que je considère comme étant incontournables pour réussir sa transition. Donc c'est relativement convergent avec ce que Francis Enjalbert a pu vous présenter. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc j'ai repris tout ce qui tourne autour de la calcémie. Alors j'aborderai pas l'hypocalcémie clinique ici. Très clairement, on fera un focus sur l'hypocalcémie subclinique. J'aborderai également le statut énergétique et dans ce statut énergétique, on parlera également de l'ingestion, qui est pour moi un point clé aussi de la réussite de cette période de transition. J'ai fait un gros paquet, donc avec l'inflammation, l'immunité, tout ce qui est stress, tous ces aspects qui ont été largement abordés également par Francis Enjalbert. Et puis, un 4e pilier, alors qui est moins métabolique, qui concerne moins la nutrition, mais qui reste quand même un des enjeux importants du tarissement, c'est la santé mammaire. Alors, je m'attarderai pas trop là-dessus, mais malgré tout, c'est un point qui aussi conditionne le succès de notre tarissement. Sur ces différents items, sur ces différents sujets, je propose un peu une approche double, c'est voir quels sont les moyens qui sont mis en place. Est-ce que je m'occupe de ma BACA? Est-ce que je fais une préparation vélage au niveau de l'énergie? Les moyens mis en œuvre, et puis, parallèlement à ces moyens mis en œuvre, un petit peu ce qu'en disent les vaches, quelles sont les réponses de nos animaux par rapport à ce qu'on peut mettre en place. Et puis, quelques mots en guise de conclusion. Alors, oui, me présenter en 2 mots. Donc moi je suis vétérinaire, sorti de l'école vétérinaire de Liège en 98, arrivé en Bretagne en 2000. Et puis mon activité aujourd'hui c'est pas mal de suivi de troupeaux, avec une grosse porte d'entrée qui est quand même souvent la repro encore en élevage. Et puis on essaye, en fonction un peu des attentes de l'éleveur et du contexte, d'y apporter de la nutrition, de la qualité du lait, etc. Et puis j'ai une activité de prestation de services pour les fabricants d'aliments, les firmes de services, etc. À travers de l'appui technique en élevage, éventuellement de la formation, de l'animation de réunions, de séminaires comme aujourd'hui, et puis de la mise en place d'essais terrains dans une structure basée sur la Bretagne, donc qui fait partie du réseau Cristal, réseau Cristal qui fête ses 30 ans cette année. Donc voilà, on va rentrer donc dans l'hypocalcémie, et pour illustrer un petit peu cette hypocalcémie subclinique, j'ai repris une étude de Rodriguez là, qui porte sur 750 vaches et qui a essayé de caractériser un petit peu quel était le risque associé à cette hypocalcémie subclinique. Donc dans cette étude-là, il avait mis le seuil pour définir son hypocalcémie à 2,15 millimoles, donc un seuil relativement élevé, et plus le seuil est élevé, plus c'est facile d'être en hypocalcémie. Et malgré tout, malgré ce seuil relativement élevé, on voit que les risques associés à cette hypocalcémie subclinique sur les différentes pathologies du début de lactation sont quand même relativement élevés. On est à 3,7 sur le déplacement de caillette. On a 5 fois plus de chances d'avoir des risques de cétose. On multiplie par 4 le risque de métrite. On augmente également le risque de rétention placentaire. Et puis, les chances d'avoir une vache en chaleur dans les 60 jours postpartum est divisé par 3. Donc on voit que clairement, c'est une pathologie qui a des conséquences, de lourdes conséquences. Une fréquence
qui en fonction des publications tourne autour des 50%, hein, à peu près en termes d'incidence dès qu'on arrive à partir de la deuxième lactation. Donc une incidence et des conséquences qui sont importantes, de sorte que ça en fait quand même un sujet qui, d'un point de vue économique, d'un point de vue performance de l'élevage, pèse relativement lourd. Alors au niveau du diagnostic de cette hypocalcémie subclinique, au début où j'ai commencé à travailler, on était plutôt sur des recommandations de faire les dosages de calcium le plus rapidement après le vélage. Aujourd'hui, on s'écarte un petit peu de ce principe-là, hein, l'idée étant de dire que, un peu comme ça a pu être présenté sur les corps cétoniques là, précédemment, l'idée est de dire qu'on a une série de vaches qui vont faire une hypocalcémie, par contre qui la gèrent relativement bien elles-mêmes, hein, c'est ce qui est représenté ici sur cette publication de 2017. On voit des vaches qui font une hypocalcémie, mais qui rapidement récupèrent des valeurs normales en hypocalcémie. Et ce qui va être plus intéressant à identifier, c'est ces vaches-ci, hein, donc des vaches qui font une hypocalcémie, mais qui ont du mal à récupérer des valeurs de calcium correctes. Et ce sont ces animaux-là qui, clairement, vont davantage rentrer dans un cercle vicieux en cas de situation d'hypocalcémie. Donc, plutôt décaler un petit peu le moment du prélèvement. En termes de seuil, bon, j'en ai repris un parce qu'il faut bien en prendre un. Il y a toute une série de seuils qui sont repris dans les publications scientifiques. Mais on voit quand même, donc j'ai repris ici cette étude de 2018 hein, qui reprend un peu l'incidence de l'hypocalcémie subclinique par rang de lactation. On voit qu'en fonction du seuil, hein, au départ, première proposition, on a un seuil de 2 millimoles et puis troisième ligne, on est à 2,2 millimoles. Donc ça se joue à pas grand-chose, mais on voit que l'incidence de nos cas cliniques, de nos cas subcliniques d'hypocalcémie, elle est quand même très très fortement modifiée. Hein. Si on prend par exemple nos premières lactations, on est à 5% d'incidence si on a un seuil à 2 millimoles et on est à 36% d'incidence en première lactation si on a un seuil à 2,2 millimoles. Donc quand on s'intéresse un petit peu à l'incidence de cette hypocalcémie, très clairement il faut faire attention à ce dont on parle et être attentif au seuil utilisé. Alors juste d'un point de vue technique, oui, tube épariné pour le prélèvement, hein, il ne faut pas utiliser un tube EDTA. Et puis conservation possible pendant 7 jours au frigo sans qu'il y ait réellement de modification de la valeur. Alors ça peut paraître anecdotique, c'est quand même intéressant malgré tout en termes de mise en place auprès de l'éleveur. Parce que si on doit aller faire des prélèvements à chaque fois qu'il y a une vache qui vèle en élevage, ça complique, ça apporte une vraie lourdeur et du coup ça se fait peu ou pas. Si on peut dire à l'éleveur, tu fais tes prélèvements, tu stockes ça au frigo et une fois par semaine tu t'envoies ça au labo ou à ton veto, ça facilite la réalisation du diagnostic et du coup cet aspect surveillance qui est quand même intéressant. Hein, on va maintenant parler un petit peu de la prévention de cette hypocalcémie. Le juge de paix, ça reste quand même les valeurs de calcium autour du vélage, quoi. Donc on peut mesurer toute une série de choses, mais ceci est quand même intéressant. Ok, donc d'un point de vue prévention de cette hypocalcémie, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter? On peut apporter du calcium au vélage, ça reste une approche intéressante et c'est quand même souvent pratiqué sur le terrain. La mise en place de bolus ou autres au vélage est une pratique très courante en élevage. On peut jouer sur le bilan anion-cation en prépa vélage, on va détailler ça. On peut jouer sur un effet de limitation des apports de calcium en prépa vélage également et éventuellement jouer avec ce qu'on appelle des calcium binders, donc qui vont limiter un petit peu la disponibilité du calcium pour notre animal. Et puis on peut apporter de la vitamine D. Alors pourquoi apporter de la vitamine D pour maîtriser l'hypocalcémie? Parce que notre vitamine D, une fois qu'elle a été activée au niveau du foie et du rein, va permettre d'augmenter l'absorption, la digestibilité du calcium au niveau intestinal et donc la disponibilité en calcium pour notre animal. Alors, l'apport de calcium, donc, pour illustrer c'est l'intérêt de cet apport de calcium au vélage, j'ai repris ici une publi de Martinez 2016, donc étude qui porte sur 450 vaches à peu près, avec deux stratégies d'apport de calcium, hein, une stratégie où on apporte 86 grammes J0 et J1
sur l'animal. Et puis une autre stratégie qui est étalée sur 4 jours. On répète ces 86 grammes les 2 premiers jours. Et puis on en apporte la moitié, hein, donc 43 grammes jusqu'à J4. Et on voit que sur les animaux à haut niveau de production, donc des animaux qui, lactation précédente, avaient une production au-dessus de la moyenne du troupeau, bon, on a un effet bénéfique durable, hein, jusqu'à jusqu'à autour de 30 jours, un effet bénéfique de cet apport de calcium en début de lactation. Donc ça reste une stratégie intéressante. Maintenant, quelle forme de calcium apporter, hein, je dirais que on peut hésiter entre des formes injectables, en particulier la voie intraveineuse, ou des formes orales. Hein, donc dans cette étude ici de 2014, 33 vaches en hypocalcémie subclinique, donc entre 50 et 80 mg de calcium par litre, avec un low control. Un low control, c'est le trait noir là, bon, qui met du temps à récupérer une calcémie normale. Un lot avec une perfusion intraveineuse de calcium, où on voit qu'on a une augmentation très rapide de la calcémie. On en apporte, je dirais, de manière relativement directe. Par contre, cette hypercalcémie qu'on va générer par voie intraveineuse a des conséquences, hein, inhibe un petit peu la libération de PTH, et stimule plutôt l'activité de la calcitonine, de sorte qu'on va pouvoir, en réponse à cette hypercalcémie, avoir un peu un effet rebond, et on passe par une phase d'hypocalcémie. Donc clairement, la voie orale présente un intérêt à ce niveau-là, hein, d'éviter cet apport rapide, et donc cette phase d'hypercalcémie, et permet une récupération plus douce et qui se maintient davantage dans le temps. Ok, donc voilà un petit peu pour l'apport de calcium. Donc au niveau de la BACA, là où le BACA, hein, c'est vrai qu'historiquement on disait là, aujourd'hui on dit plus le. Donc j'ai repris cette étude de Santos, donc qui est en fait une méta-analyse, hein, de différentes publis sur la gestion de l'hypocalcémie à travers la mise en place de rations à BACA plutôt négatif. Donc dans la méta-analyse, il y avait 42 publis, 130 traitements de mémoire, à peu près 1800 vaches. Donc chaque point, c'est une publi. Donc sur le risque de fièvre de lait clinique, pour le coup, on voit effectivement qu'il y a une vraie tendance à la diminution de cas cliniques lorsqu'on abaisse notre BACA. Hein, donc ça, des publics qui ne concernent que des multipares. Risque de rétention placentaire et effet de la BACA. Donc là aussi, on voit que plus on va négativer notre BACA, plus le risque de rétention placentaire diminue également. Au niveau du déplacement de caillette, on voit un effet favorable de la ration à BACA négative, enfin à BACA 0 ou négative, hein, il y a effectivement différentes stratégies qui sont possibles à ce niveau-là. On voit que plus on acidifie notre ration, plus on va réduire le risque de déplacement de caillette sur nos multipares. Par contre, plutôt une augmentation du risque sur nos primipares. Alors, pourquoi plus de risques quand on a tendance à acidifier notre ration sur des primipares? C'est parce que ces primipares sont moins sensibles à l'hypocalcémie. Hein, on l'a vu tout à l'heure, les travaux sur l'incidence. On voit que l'incidence de l'hypocalcémie subclinique, elle est quand même relativement limitée sur nos primipares. Et malgré tout, le fait de rendre notre BACA négative peut avoir des conséquences en termes d'ingestion. On sait que le déplacement de caillette, c'est quand même une pathologie de l'ingestion pour moi. Hein. Pour éviter les déplacements de caillette, il faut que la vache, elle mange. On peut avoir donc plus de risques de déplacement de caillette sur les primipares en cas de ration à BACA négatif. Ceci étant, d'une manière générale, on voit que l'incidence des pathologies, de toute pathologie confondue du début de lactation, diminue quand même quand on rend notre BACA négative, avec un impact positif au niveau de la matière sèche ingérée postpartum. Hein, c'est bien la matière sèche ingérée postpartum. Un effet intéressant de
cette BACA négative. Et puis en termes de production, on voit aussi qu'on a une tendance à l'augmentation de la production sur les animaux qui ont eu une ration à BACA négative en prépa-vélage. Donc au global, on peut dire au regard de cette méta-analyse que la mise en place d'une approche à BACA négative fait passer la calcémie de l'ordre de 1,86 millimoles à 2,04. Donc on s'approche quand même clairement du seuil défini pour caractériser notre hypocalcémie. On a une augmentation de la matière sèche ingérée qui est de l'ordre d'1 kg et puis une production qui augmente de 1,7 kg par jour si on fait la compilation de l'ensemble des publis reprises dans cette méta-analyse. Alors sur le terrain, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder pour évaluer un petit peu l'efficacité de cette approche à BACA négative? Très clairement, un des premiers sujets sur lesquels on va pouvoir travailler, c'est le pH urinaire. Alors, il y a une corrélation forte, c'est ce qui est illustré ici, entre le niveau de BACA et le pH urinaire. On voit que classiquement, pour des BACA autour de 0, on aura un pH qui sera autour des 7. Et plus on va rendre notre BACA négative, aller sur du moins 50, moins 100 milliéquivalents par kilo de matière sèche, plus on va avoir des pH qui vont se rapprocher des 6. Alors en termes d'objectifs, j'ai mis entre 7,5 et 6. Il y a certaines recommandations qui poussent parfois à aller encore plus bas. Moi, je me méfie un tout petit peu. Le fait de rendre vraiment nos pH négatifs, on a du coup une acidose métabolique forte au niveau de l'animal. Ça entraîne une excrétion supérieure de calcium au niveau rénal. Donc, première conséquence de ça, il faut en apporter du calcium au niveau de la ration. On monte sur des recommandations à 10 grammes, voire parfois plus, de calcium en prépa-vélage. Et puis, je reste quand même convaincu que cette ration très négative en BACA a des conséquences en termes d'ingestion. Alors, ce n'est pas tout le temps vrai, mais je pense que ça constitue un risque. Donc, attention à l'impact de ces rations à BACA fortement négatives sur l'ingestion. Le pH, on va le mesurer. Au papier pH, ça fonctionne très bien. Au pH mètre, pourquoi pas, mais le papier pH fonctionne bien. Avec possibilité de ou pratiquer un sondage, ou il y a des massages qui sont décrits et qui fonctionnent si l'animal n'est pas trop stressé. Ça fonctionne relativement bien aussi et qui permet de proposer à l'éleveur de s'accaparer la méthode. Point de vigilance au niveau de la BACA, c'est, donc je le disais, donc des conséquences en termes d'appétence et d'impact sur la matière sèche à gérer. Autre information fournie parfois par des mesures de pH urinaire, c'est quand on a des mesures qui sont irrégulières, quand on a une vache à 6, une vache à 8, ça veut dire que on a ou une homogénéité du mélange qui est pas bonne, ou un gars qui distribue éventuellement tous les 2 jours, et puis du coup d'un jour à l'autre on n'a pas tout à fait la même ration à table quand même parce que notre vache elle trie, ou un manque de place à table et donc tout le monde ne mange pas la même chose. Donc de l'irrégularité en termes de consommation, c'est quelque chose qu'on observe régulièrement, et là aussi le pH urinaire a cet intérêt à ce niveau-là. Ok, troisième du coup stratégie pour prévenir l'hypocalcémie, donc c'est la réduction de calcium en fin de tarissement. L'idée c'est de garder une stimulation au niveau de la production de notre PTH, qui du coup les mécanismes de régulation de notre calcémie sont activés avant la forte demande que constitue le démarrage de la lactation. Ceci étant, l'objectif, si on veut garder une activation de notre PTH, c'est d'être en dessous de 20 grammes de calcium par jour. Alors, sur le papier, c'est bien. En pratique, c'est quand même souvent compliqué. Donc, une autre stratégie parallèlement, à côté de la BACA, ça peut être donc l'utilisation de calcium binder. C'est pas très très pratiqué en France. C'est des choses qu'on voit régulièrement dans le nord de la France, dans les pays, l'Europe du Nord un peu plus. Donc en gros, c'est des zéolithes, qui limitent la disponibilité en calcium pour l'animal. Donc dans cette étude ici, on avait
une soixantaine de vaches avec distribution de zéolite pendant 3 semaines, hein, donc ce qui correspond souvent à notre phase de prépa telle qu'on l'observe classiquement sur le terrain. Ben, on peut voir qu'effectivement, les animaux qui ont eu ce traitement avec du zéolite ont des calcémies plus élevées autour du village par rapport aux animaux contrôle. Alors c'est une approche qui peut être intéressante. Malgré tout, on peut se poser la question, est-ce que cette zéolite n'absorbe pas aussi autre chose, hein, là, on cible le calcium, mais cuite des oligos et autres. Et puis, un peu de l'effet d'inertie aussi de ces zéolites au moment du vélage. Il est clair qu'on va vouloir limiter la disponibilité en calcium pour notre animal avant vélage. Mais une fois que notre vache a vélé, on préfère quand même qu'elle en valorise le maximum. Donc voilà. C'est une solution qui peut être envisagée, mais qui, comme toute solution, a ses avantages et ses faiblesses. L'apport de vitamine D, hein, donc je le disais, malgré tout, cette vitamine D, elle joue quand même un rôle important en termes de régulation du calcium. Un rôle au niveau du calcium, un rôle aussi au niveau immunitaire, au niveau de l'épithélium mammaire, donc une vraie pertinence quant à l'utilisation de cette vitamine D. Par contre, un intérêt pour les formes activées, hein, ici dans cette étude de 2020, on avait là aussi une soixantaine de vaches avec un traitement ou de vitamine D inactive, hein, donc sans hydroxylation, pendant 3 semaines, à 2 doses différentes. Et puis, un autre lot de vaches traitées avec de la vitamine D déjà activée une fois, hein, donc hydroxylée en 25. Et qu'est-ce qu'on constate au niveau sérique? Donc là, au niveau, on est dans le sang. Que plus on va apporter de vitamine D forme première, donc inactive, plus on va entraîner une augmentation de la vitamine D au niveau sérique. Par contre, on a notre courbe, la courbe qu'on aurait ici, elle est relativement verticale. On n'a pas tendance à avoir un transfert très rapide de notre forme vitamine D inactive vers la forme hydroxylée. Donc il y a un vrai intérêt à directement apporter des formes activées, qui elles ont un effet relativement efficace à ce niveau-là. Ok, donc juste pour conclure un peu cette partie sur l'hypocalcémie, j'ai repris, alors de fait j'ai un peu le même souci que mes collègues, il me manque une courbe quand même. Donc j'ai repris cette étude donc, de Leblanc, Stéphane Leblanc, 2017. Alors pour décrire un tout petit peu le contexte de cette étude, on a 60 vaches avec d'un côté donc 30 vaches qui sont dans un bâtiment en sous-densité, donc 80% d'occupation du bâtiment. De l'autre côté, on a une suroccupation, donc 120% d'occupation du bâtiment par nos animaux. Et donc vous avez ici les animaux overstock, donc en surdensité, donc la courbe elle fait ceci. Donc on a sur ces animaux qui sont en surdensité en prépa-vélage, on a une calcémie au moment du vélage qui va baisser dans tous les groupes, hein, parce qu'elle est physiologique autour du vélage, au démarrage. Mais par contre, elle baisse davantage dans le groupe qui est en surdensité en termes d'occupation du bâtiment. Alors, je trouve quand même que c'est intéressant comme publi. C'est quelque chose quand même qu'on rencontre souvent sur le terrain. Hein. Les bâtiments taris, c'est quand même pas toujours les plus travaillés. Alors ça change hein, petit à petit sur le terrain, mais très souvent quand un éleveur veut investir dans son bâtiment, ça commence quand même d'abord par le bâtiment des vaches en lactation. Un peu de surdensité en prépa-vélage, ça se rend compte et ça a des conséquences. Alors à différents niveaux, hein, on le verra tout à l'heure au niveau du stress, mais même au niveau de la calcémie, ça a des conséquences aussi. Avec un lien aussi au niveau des teneurs en albumine qui pourrait aussi contribuer. Hein, une bonne partie du calcium est reliée à l'albumine au niveau sanguin. Donc c'est une explication à ce qu'on observe au niveau de la calcémie. Donc voilà pour la calcémie. Alors on va quitter un tout petit peu les macro-éléments par se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire
sur les autres éléments, et en particulier en dehors de cette phase vraiment directe autour du vélage, mais très clairement, on a une forte homéostasie, hein, une régulation de la plupart de ces macro-éléments qui est vraiment fine en dehors de ce qui se passe autour du vélage. Donc au niveau sanguin, c'est très souvent décevant. Hein, l'idée, si on veut vraiment évaluer le niveau d'apport et je dirais la manière dont sont pourvus nos animaux, c'est travailler sur les urines. Hein, donc je vous ai mis les recommandations ici. Et puis pour illustrer un petit peu mes propos, c'est le public qui montre la corrélation forte qu'on a entre le cas repris et celui du magnésium. Donc corrélation forte entre le magnésium absorbé et le magnésium qu'on retrouve au niveau des urines. Hein, et les urines agissent régulièrement comme un émontoire, hein, et donc ça permet d'évaluer un petit peu les niveaux d'apport par rapport à une réponse qu'on trouve nettement plus difficilement au niveau sanguin. Ok, donc voilà, je quitte mon premier pavé, j'arrive au niveau du statut énergétique. Alors, très clairement, au niveau du statut énergétique, on va pouvoir se fier à ce qu'on observe, hein, donc la note d'état corporel. Alors, il y a des outils qui existent, qui ne sont pas très répandus, hein, mais qui continuent à exister. Moi, personnellement, j'en ai jamais vu fonctionner sur le terrain. Une autre possibilité, donc ça, c'est la caméra de chez Delaval, là, qui permet de donner une note d'état corporel en automatique sur les animaux qui passent ou au robot ou même dans un couloir ou autre. Il n'y a pas besoin fortement du robot. Malgré tout, cette note d'état corporel est quand même quelque chose, et ça a été repris lors de la présentation précédente également, qui fournit quand même des informations intéressantes. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on obtient avec le logiciel DSA qu'on utilise en routine dans nos suivis, où on donne une note à chaque vache qu'on voit, hein, et on peut tirer un bilan, et on peut par exemple, hein, ici, on peut voir quand même que par exemple nos deuxièmes lactations ont plutôt tendance à se retrouver en dessous de la courbe par rapport à d'autres animaux. Et en suivant l'évolution de ces critères, on peut essayer de mettre en évidence certaines choses. Ok, donc statut énergétique, note d'état corporel, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, j'ai repris pour expliquer un peu l'origine de deux critères, enfin deux paramètres qui vont nous aider aussi à caractériser ce statut énergétique que sont les AGNE et les BHB. Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, hein, ça a été présenté par Francis Ange-Albert et par José Santos également. Hein, donc juste reprendre un petit peu le début de l'histoire. Hein, donc quand on est en situation de déficit énergétique, il y a libération d'acides gras non estérifiés, et puis au niveau de l'hépatocyte, différents scénarios possibles, mais dont un, hein, quand on est un peu limité là, au niveau de l'efficacité de notre cycle de Krebs, dont un qui aboutit à la production de corps cétoniques et ou de l'accumulation de triglycérides et donc de stéatose. Donc, on va pouvoir monitorer un tout petit peu ces acides gras non estérifiés, donc, ou NEFA en anglais. Donc, quand est-ce qu'on va mesurer ces acides gras non estérifiés? Classiquement, c'est quand même plutôt avant vélage. Hein, nos acides gras non estérifiés, si on reprend notre histoire, ils sont un petit peu plus précoces par rapport à nos corps cétoniques. Donc on va s'intéresser à ces acides gras plutôt avant vélage, avec un seuil que j'ai repris à 0,4 millimoles. Risque associé, donc d'après une étude de Stéphane Leblanc, là aussi, on augmente le risque de déplacement de caillette. On augmente le risque de rétention placentaire, plus de risque de réforme également. Hein, et comment mesurer ces acides gras non estérifiés en élevage? Alors, il y a possibilité de réaliser des prises de sang, et puis on voit sous froid au labo. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pendant tout un temps. Et puis aujourd'hui, il y a des solutions un petit peu plus portables, entre guillemets. Hein. Il y a ce dispositif qui permet de mesurer les acides gras non estérifiés directement au cabinet. Et puis on nous annonce le VET photomètre, là, photometer, qui est une solution portable et qui permet de mesurer les AGNE et le calcium directement au chevet de l'animal. Donc voilà pour les AGNE.
Plus répandu en élevage, c'est la mesure des BHB, hein, qui est relativement classique. On a aujourd'hui différents appareils qui circulent, qui permettent de mesurer donc ces BHB directement au chevet de l'animal également. Alors quand le faire, plutôt premier mois de lactation, je dis pas. Alors c'est moins documenté d'un point de vue biblio. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intérêt du tout à le faire avant vélage. Mais effectivement, la biblio est moins abondante sur le sujet. Elle préfère l'utilisation des EAGNE avant vélage. C'est par contre très documenté après vélage, avec un seuil qui là aussi varie un petit peu en fonction des publis, mais entre 1,2 et 1,4 millimoles de BHB par litre de sang. Et puis, on va pas les détailler tous, hein, ça a été repris également lors des 2 interventions précédentes, mais on voit qu'on a une augmentation de la plupart des pathologies du péripartum en cas d'augmentation des BHB en début de lactation. Ça peut être fait sur le sang, ça peut être également fait sur le lait ou les urines, avec une sensibilité qui est quand même nettement moins bonne, hein. Le gold standard, ça reste les BHB au niveau sanguin. Et d'un point de vue méthodo, un petit peu, c'est un fonctionnement qui avait été proposé par Jocelyn Dubuc. Hein. L'idée était de mesurer donc les BHB en gros première semaine de lactation et puis 3e semaine de lactation, dans l'idée de distinguer un peu les 2 types de cétose. Hein, quand on a vraiment une augmentation des BHB en tout début de lactation, on est confronté à ce qu'on appelle une cétose de type 2. Et donc là, il faut vraiment aller voir ce qui se passe avant vélage et en prépa. Donc regardez la note d'état corporel avant et durant tarissement, voir si on a une modification de cette note d'état corporel durant le tarissement. La matière sèche en close-up, hein, vraiment en prépa-vélage, hein, c'est souvent un point sur lequel il y a quand même des choses à dire et essayer d'objectiver les choses. Très souvent, avec notre taille de troupeau français, c'est des rations qui sont parfois un petit peu compliquées à gérer. Hein. Ce n'est pas toujours fait à la mélangeuse, c'est parfois mélangé un peu comme on peut, parce qu'on n'a que quelques animaux à nourrir en prépa. Donc, objectiver cette matière sèche en prépa, c'est pas toujours facile. Et puis là, on peut également compléter nos analyses par des mesures d'AGNE avant vélage. 3e semaine, donc on est plutôt sur la cétose de type 1, hein, et là, c'est plus ce qui concerne le démarrage, hein, donc matière sèche en début de lactation, le niveau UF, etc. Enfin, j'ai fait rapide, hein, mais vraiment les apports, la manière dont sont gérés les animaux en tout début de lactation. Avec un seuil qui est en fonction des élevages, des situations, etc. L'idée, c'est de rester en deçà des 20% d'animaux supérieurs à 1,2 millimoles. Ok, donc d'un point de vue prévention, j'ai placé l'ingestion en tête. Pour moi, c'est vraiment un point essentiel. Alors en termes d'objectifs, au niveau de cette ingestion en préparation vélage, classiquement, on va décrire du 12-13 kg de matière sèche. Je pense que y a certains élevages où ça monte beaucoup plus haut. Hein. On observe parfois des matières sèches ingérées en prépa-vélage de l'ordre de 15, voire parfois même un peu plus, 15 kg de matière sèche ingérée en prépa-vélage. Et c'est pour moi un vrai facteur de réussite, un vrai levier de réussite en termes de démarrage en lactation et de prévention des problèmes en début de lactation. C'est clair que la disponibilité de la ration va jouer, la qualité de la ration également, je cite par exemple le cas de la paille hachée, hein, le fait d'intégrer de la paille hachée dans une ration en prépa-vélage. Très souvent, on parvient à gagner 1 à 2 kg de matière sèche ingérée en cas de distribution d'une ration avec de la paille hachée. Et c'est vraiment quelque chose qui permet de bien améliorer la situation. L'intégrité hépatique, hein, c'est bien montré également que quand on a un dysfonctionnement au niveau hépatique, ça a des conséquences au niveau de cette ingestion. Et puis, je pense que Francis Engelbert vous l'a suffisamment montré, le lien entre ce phénomène inflammatoire, l'ingestion, l'intégrité hépatique, on a vraiment les 3 pieds d'un trépied, hein, que sont l'ingestion, l'inflammation et l'intégrité hépatique.
travailler la préparation vélage, c'est clair que le fait de densifier un petit peu notre ration, d'apporter un petit peu plus d'énergie sur des animaux qui diminuent souvent un petit peu leur matière sèche ingérée en phase de prépa, ça a du sens. Ça a du sens pour couvrir la besoin, ça a également du sens pour préparer notre flore ruminale, pour préparer nos papilles ruminales à ce qui va se passer en début de lactation. Et puis prévention de l'hypocalcémie. Gestion de la note d'état corporel, réduction du stress, on y reviendra tout à l'heure. L'utilisation de précurseurs de glucose. Quand je pense à précurseurs de glucose, c'est apporter des sources d'amidon. Très clairement, l'amidon est quand même le précurseur de choix en termes de production de glucose chez nos bovins. Et puis, j'ai repris toute une série de prévention plus diététique, dans laquelle on va retrouver la méthionine, la choline, la bétaïne, pour les effets qui ont été cités par José Santos précédemment. On peut également citer l'intérêt du sorbitol, de la niacine, monopropylène glycol. Puis le monensin, alors je l'ai mis en prévention diététique. C'est aujourd'hui une stratégie qui est utilisée par certains éleveurs à travers la distribution de bolus qui permettent justement d'orienter les fermentations bactériennes vers la production de propionate, qui est un précurseur de glucose au niveau ruminal. Donc voilà un peu pour la prévention de cette cétose. Juste un petit point sur deux autres critères que sont le glucose et le cholestérol. Alors le glucose, dosage du glucose au niveau sanguin chez le bovin, on a quand même des variations en fonction du moment dans la journée, du moment par rapport au repas qui sont fortes. Une utilisation alors qui est plutôt controversée. Il y a différents publics qui montrent l'intérêt limité du dosage de glucose. Alors tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais on a quand même pas mal de papiers qui le montrent. J'ai repris un petit peu cette étude de Stevenson là, qui suit des animaux avec pathologie ou sans pathologie durant le postpartum. Et il a mesuré toute une série de critères, de paramètres sanguins ou autres, dont le glucose. Et on voit que le côté discriminant du glucose entre une vache malade ou une vache saine, il est relativement faible. On a des valeurs qui sont très très similaires dans les deux catégories. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas un critère qui est toujours facile à interpréter à l'échelle du troupeau. À l'échelle de l'individu, en tant que véto traitant au chevet d'un animal, ça peut éventuellement avoir un intérêt, mais à l'échelle du troupeau, c'est plus compliqué. Donc voilà pour le glucose. Le cholestérol, c'est quand même, ça a été montré également, un contributeur fort à la composition des VLDL. Donc une relation forte entre le cholestérol et les acides gras non estérifiés. Plus on a d'acides gras non estérifiés, plus on aura tendance à vouloir produire donc des VLDL dans lequel on va retrouver une part relativement importante. En tout cas, il y a une corrélation forte entre ces VLDL et le cholestérol. Donc à interpréter de manière conjointe, et c'est quand même un marqueur intéressant en termes de fonctionnement du foie. On verra tout à l'heure, on reparlera un petit peu du foie. Mais c'est un paramètre qui est repris régulièrement dans les index de fonctionnement hépatique. Ok, alors d'autres critères là qui sont plus classiques, donc les matières utiles du lait. Alors là aussi, il y a toute une série en tout cas d'ABAC qui reprennent un petit peu ces valeurs. Ça, je dirais que ça a un intérêt parce que très souvent, c'est quand même des éléments dont on dispose. Tous les élevages laitiers ont des valeurs TB, TP au niveau de leur lactanque et on peut éventuellement avoir des valeurs individuelles. Faire un diagnostic de cétose, juste ces aspects-là, ça me paraît un petit peu court, mais c'est quelque chose qui peut éventuellement venir compléter les autres éléments qu'on a vus précédemment. Je pense qu'il faut vraiment chaque fois interpréter ces différents outils diagnostiques comme étant une pièce du puzzle et pas quelque chose qui se suffit à lui-même. On peut, par exemple, faire une interprétation conjointe du TP et de l'urée. Donc TP davantage corrélé au niveau énergétique de la ration, l'urée plutôt au niveau protéique. Donc on peut un petit peu évaluer cet équilibre entre l'énergie et la protéine au niveau de la ration à travers ces deux critères. Ok, donc je quitte le
statut énergétique. Je ne sais pas quelle heure il est. Ouais, c'est pas trop mal. Donc on en arrive aux aspects inflammation, immunité, stress oxydatif, donc qui ont quand même été bien détaillés par Francis. Donc juste rappeler qu'en cas d'agression, alors dans agression c'est relativement vague comme terme, mais ça peut être une infection virale, ça peut être une infection bactérienne avec libération des LPS largement évoqués précédemment, ça peut être un trauma, enfin, tout ce qui va entraîner une stimulation de nos macrophages va entraîner au niveau hépatique via des cytokines, le TNF, etc. Donc il va y avoir une production des protéines, des APP, donc acid protein, voilà, je me perds, acute phase protein, merci beaucoup, donc qui vont pouvoir être présentes dans le sang à différents niveaux. Donc parmi celles-là, on retrouve donc l'aptoglobine qui a été là aussi largement évoqué précédemment. On retrouve le fibrinogène qui peut être mesuré, la céruloplasmine et la SAA qui également fait partie donc de ces protéines marqueurs de l'inflammation. Alors, juste pour confirmer, enfin reprendre un petit peu une illustration de ce qui a été évoqué par Francis. Donc j'ai repris cette étude ici de 2014 où on a entre 270 vaches qui ont été autour de 270 vaches qui ont été suivies entre 50 jours avant vélage jusqu'à 25 jours après vélage, et on a segmenté notre population en fonction de la présence ou pas de métrite. Donc diagnostic de métrite qui était fait autour de 25 jours, et puis mesure, un peu comme Stevenson tout à l'heure, mesure de différents critères dont l'aptoglobine. Et qu'est-ce qu'on voit sur les animaux qui vont faire une métrite à J25 en lactation? On voit que les valeurs en aptoglobine sont supérieures dès le début de la lactation, et pendant à peu près 14 jours. Par contre, au moment où on fait le diagnostic de métrite, on a des valeurs d'aptoglobine qui sont relativement similaires entre les deux groupes. Donc très clairement, c'est pour ça que j'ai repris un petit peu l'illustration de la poule et l'œuf. Là, c'est vrai que historiquement, on aurait plutôt tendance à croire, on aurait cru que c'était la métrite qui pouvait entraîner cette inflammation. Mais ce genre de publi, tout à fait à l'instar de ce que Francis vous a présenté, laisse plutôt présager l'inverse, et de se dire que c'est plutôt l'inflammation qu'il y a autour du vélage qui entraîne une atteinte hépatique avec une augmentation de nos AGNE et des BHB, une baisse des capacités immunitaires et du coup émergence de cette fréquence de métrite augmentée. Ok, avec là aussi, j'ai perdu ma vache aussi moi. Donc il faut s'imaginer une vache ici, donc tirée de la publi de Bradford qui évoquait Francis Enjalbert tout à l'heure et qui montre le rôle central du foie dans ce processus inflammatoire en début de lactation. C'est clair qu'on a des radicaux libres qui sont libérés de manière importante. On a des LPS. Éventuellement, on peut avoir libération de cytokines à partir de l'utérus ou de la mamelle en cas de mamite. On peut également, si on a un contexte social compliqué avec un peu de surdensité, avoir des catécholamines. Et puis, le stress thermique renforce un petit peu le phénomène. Donc très clairement, le foie est tout à fait en première ligne quand on parle d'inflammation en début de lactation. Et c'est ce qui est confirmé un petit peu dans cette étude ici de 2017, où on s'est intéressé au niveau de paraoxonase plasmatique. Donc la paraoxonase plasmatique, c'est une protéine hépatique qui est libérée dans la circulation sanguine. Et donc plus on a de paraoxonase plasmatique, mieux c'est un marqueur de la qualité du fonctionnement hépatique. Et on voit que
nos animaux qui ont les meilleurs scores en termes de paraoxonase plasmatique sont ceux qui produisent le plus et qui ont des valeurs de BHB en début de lactation qui sont diminuées. Donc des conséquences en termes de production, en termes de risque de cétose, et puis la même étude que ce que Francis vous a présenté également, on a des conséquences en termes de risque de pathologie en début de lactation. On voit que les animaux qui s'en sortent mieux au niveau de cette paraoxonase plasmatique ont nettement moins de risque de développer une pathologie, donc les pathologies du péripartum, par rapport à ceux qui sont nettement désavantagés au niveau de ces niveaux en paraoxonase plasmatique. Donc un vrai rôle central du foie. Alors, l'exploration fonctionnelle de ce foie, on n'est pas toujours bien équipé en médecine véto ou dans le cadre d'un suivi. Il y a différents index qui ont été proposés. Donc, la publication là, de Bertoni qui montre bien la corrélation entre cet index qui reprend l'albumine, le cholestérol et retinol binding protein, où on montre que mieux on s'en sort au niveau de cet index, plus limité sera notre teneur en aptoglobine en début de lactation. Donc, il y a d'autres index qui ont été proposés, où on intègre la bilirubine. Il y a là plusieurs possibilités. On peut également s'intéresser à la paroxonase plasmatique. Mais aujourd'hui, ça reste quand même plus... c'est pas quelque chose qui est proposé en routine. Donc, les paramètres classiques qu'on peut rechercher dans le cadre d'un pilotage, d'un monitoring d'un troupeau. On a la gamma-GT, donc qui est plutôt un marqueur de la cholestase ou de parasitisme. On a la LDH, donc qui est spécifique d'atteinte aiguë au niveau du foie. Et puis l'aspartate transaminase, qui, elle, peut se retrouver au niveau hépatique et au niveau musculaire. Un petit point sur l'ingestion, et donc j'ai repris cette publication ici de Bertoni 2009 qui montre un petit peu différentes catégories d'animaux en termes d'ingestion autour du vélage, avec différents scénarios possibles. On a des animaux qui vont certes montrer une petite diminution de leur matière sèche ingérée autour du vélage, mais de manière relativement réduite. Et puis on a qui montrent une diminution nettement plus marquée, diminution marquée qui peut être ou relativement tardive ou plutôt précoce autour du vélage. Et donc là, dans son étude, il a été regarder ce qui se passait au niveau de l'aptoglobine. Et clairement, les animaux qui présentent une baisse de la matière sèche ingérée précoce présentent une augmentation plus précoce de l'aptoglobine avant vélage et des niveaux qui augmentent relativement rapidement. Donc, un lien étroit entre cette matière sèche ingérée et l'inflammation. Et je dirais un peu une double peine, parce que on a une baisse de la matière sèche ingérée, certes, mais il y a aussi une augmentation des besoins. L'inflammation, ça coûte de l'énergie, et donc on est effectivement doublement sanctionné. On mange moins et en plus, on en dépense plus pour cette inflammation. Toujours une publi qui montre un peu l'impact de la matière sèche ingérée, mais là sur la pathologie. Donc 2007, il y a 101 vaches là, qui ont été suivies dans cette étude et réparties en fonction de la présence à 3 semaines de métrite aiguë ou de métrite d'endométrite ou d'absence de métrite. Et on voit que les animaux en bleu ici sur ce graphe, qui ne présentent pas de métrite, mangent plus le jour du diagnostic, mais ce sont déjà eux qui mangeaient le plus en préparation vélage. Elles mangeaient plus que les vaches qui présentent une endométrite et d'une métrite aiguë. Et les vaches en endométrite mangeaient elles plus également, que ce soit au moment du diagnostic, mais également en prépa vélage, que les animaux en métrite clinique. OK ?
Donc clairement, cette ingestion est un élément important. Alors, en termes de pilotage de cette ingestion, c'est pas toujours facile sur le terrain. On a aujourd'hui la possibilité de mettre un peu des capteurs, un peu des mouchards là, au niveau des mélangeuses pour avoir un recueil des quantités distribuées de manière quotidienne. Quand on a ce genre de dispositif, donc robot d'alimentation, c'est vrai que ça fournit quand même toute une série d'informations intéressantes qui peuvent être prises dans le logiciel de l'éleveur. Et puis on peut aller regarder également les animaux, évaluer la note de remplissage de rumen qui renseigne, ça ne permet pas de juger de tout, mais qui aide à renseigner sur l'ingestion de nos animaux. Alors, dans la partie stress, il y a un élément qui est important, c'est le confort, et très clairement en termes de couchage et de qualité de ce couchage, c'est un point, je pense, important de la gestion Novage-Tari. Alors j'ai mis privilégier l'air paillé. Bon, je pense qu'il y a des systèmes Logette qui fonctionnent bien, mais je pense que malgré tout, un petit peu d'air paillé, ça ne leur fait pas de tort au moment du tarissement. Donc, ou une air paillée ou quelque chose de confortable. Donc Logette sable ou compost, ce qui ne se voit pas encore énormément par ici, mais c'est quand même quelque chose qui permet d'apporter du confort. Et puis, si on est en système Logette, c'est apporter de la place. Des logettes d'1,30 m. Et pareil, au niveau de l'air paillé, il faut avoir de la place également. Quand on a parlé de confort, j'ai repris ici cette publi de Goff Dahl qui parle un petit peu de l'impact du stress thermique sur Novage-Tari. Et qu'est-ce qui a été montré dans cette étude? C'est que certes, notre vache Tari, quand elle est soumise à un stress thermique, elle va produire moins. Il y a une diminution de la croissance du tissu mammaire lors du démarrage de la lactation, et puis donc une diminution de la production laitière. Donc ça, c'est pour la vache en elle-même. Par contre, si cette vache est gestante d'une femelle, d'une génisse, on va avoir une diminution du transfert colostral sur ces animaux-là, une diminution de la croissance de cette génisse, une diminution de ses capacités de reproduction quand on va vouloir l'inséminer, et elle-même, elle va garder les traces du stress thermique alors qu'elle était dans le ventre de sa mère, et on va avoir une diminution de la production de cette génisse à naître. Donc, clairement, aujourd'hui, il y a des papiers qui montrent que s'il y a à mettre un ventilateur dans un élevage, c'est le mettre d'abord, préférentiellement, sur les vaches Tari. OK. Quelques mots sur le stress social et cette notion de place disponible sur les animaux. Il y a toute une série de publics qui montrent qu'on a des conséquences relativement fortes. Par exemple, publication de Hutzel, la 2004. Si on a un taux d'occupation qui est supérieur à 80% en box de prépa, on a une baisse de la production jusqu'à 83 jours en lactation sur les primipares. On a également une augmentation du risque de déplacement de caillette quand la place à table est comprise entre 30 et 60 cm par vache Tari. Donc cette place disponible pour nos animaux en prépa-vélage est pour moi quelque chose de vraiment important. Limiter le temps dans le box de vélage, c'est vrai qu'on a vu aussi à un moment des recommandations en termes de fonctionnement en lot de nos élevages. On voyait au niveau de la littérature des recommandations sur box début de tarissement, fin de tarissement, box tout juste avant vélage, puis box de vélage, box de démarrage en lactation, etc. Enfin, ça faisait des changements de lot en permanence. Il est clair que dès qu'on change un animal d'un lot, ou qu'on change la structure d'un lot, on va avoir des conséquences négatives en termes de matière sèche ingérée et on va générer du stress. Donc limiter le temps passé dans le box, voire si le logement des vaches en prépa le permet, laisser la vache véler au milieu de ses congénères. Ok. Quelques mots sur l'activité également, qui est liée à la place. Et donc j'ai repris là aussi l'étude de Stevenson qui suivait donc les animaux présentant des pathologies et les animaux sains. On voit aussi que les animaux qui présentent des pathologies en début de lactation ont un temps inactif qui est supérieur
en début de lactation et donc potentiellement au moment de la pathologie. Mais même déjà avant vélage, on voit qu'on a plus de temps inactif sur ces animaux qui présentent de la pathologie. Ok, donc ici quelques recommandations en termes de disponibilité en place. Recommandation de Cook 2004. Donc pour un effectif, c'est des pourcentages à chaque fois. Si on a 100 vaches dans le troupeau, donc il faut 11 places en FAROP, 9 en close-up. Et puis, vous voyez ici les recommandations également en termes d'infirmerie ou autre. Ok, immunité. Je pense que Francis Angelbert vous en a suffisamment parlé. Très clairement, les situations, on a une augmentation des AGNE où on a une baisse de la calcémie. C'est une publication de Martinez là, qui le montrait très clairement. On a un impact négatif au niveau de cette immunité. On a également des conséquences au niveau des moyens de défense passifs potentiellement en cas d'hypocalcémie. Alors, juste quelques mots sur tout ce qui est oligo-éléments et vitamines et l'aspect antioxydant de certains d'entre eux. Très clairement, on voit, par exemple, ici dans cette publication ancienne de Goff, qu'on a une baisse du tocophérol autour de la mise bas, et puis parallèlement des publications qui montrent justement que les animaux qui vont développer une mamite dans les 30 jours de début de lactation sont ceux qui justement ont des valeurs de tocophérol qui sont diminuées juste avant vélage, et pareil pour le bêta-carotène, avec le risque de rétention placentaire ici. Donc, quelques mots sur le sélénium. C'est un composant clairement essentiel au niveau de la glutathion peroxydase, qui a une action antioxydante forte. C'est un rôle majeur dans le fonctionnement des neutrophiles. Et en termes de diagnostic de ce sélénium, on a différentes possibilités. Le mesurer au niveau sanguin, on peut mesurer donc directement le sélénium, où on peut s'intéresser justement à la glutathion peroxydase, et donc qui au niveau sanguin se retrouve donc dans le globule rouge, avec un certain effet mémoire de cette glutathion peroxydase au niveau du sélénium. Ok. Rôle du zinc, là aussi un impact des diminutions en zinc sur le risque de métrite, sur l'étude de Bicalo qu'on a vu tout à l'heure. J'accélère un tout petit peu parce qu'on me fait signe que le temps passe. Donc j'en arrive à la dernière partie de ma présentation, donc liée à la qualité du lait, donc avec les travaux de Bradley qui ont montré que on avait quand même un risque de contamination relativement important durant le tarissement, et que cette contamination bactérienne durant le tarissement pouvait également avoir des conséquences en termes de risque de mamite en début de lactation. Donc attention à la gestion de cette période sèche en termes de nouvelles infections ou de guérison au niveau de nos animaux. La qualité du colostrum, c'est également un élément qui permet de monitorer un petit peu la manière dont se passe notre transition. Les apports en énergie, les apports en protéines vont influer la qualité du colostrum. L'apport de choline, par exemple, peut avoir un effet bénéfique également au niveau de la qualité de ce colostrum. Donc clairement, le monitoring, ça peut avoir un intérêt à l'échelle du troupeau. Donc l'idée, c'est de valider le management qui est mis en place, c'est éventuellement de détecter des déviations par rapport aux objectifs, donc à l'échelle du troupeau, et puis à l'échelle de l'individu, c'est identifier donc les animaux à risque, et puis potentiellement mettre en place des mesures correctives pour éviter les conséquences cliniques ou économiques de ces déviations. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va enregistrer? Donc on va enregistrer les pathologies, essayer d'avoir accès aux données de matière sèche ingérée, de production et de reproduction, et puis c'est reprendre un petit peu sur une ligne de temps, les différents paramètres qu'on a vus, la note d'état corporel, la mesure du pH urinaire avant vélage, éventuellement le Brix au moment du vélage, et puis nos BHB en début de lactation. Ok. Et donc
approche à adapter en fonction du contexte. Je pense qu'il y a un monitoring qui peut se mettre en place de manière relativement basique. Et puis, en fonction de la relation que j'ai avec l'éleveur ou du contexte dans l'élevage, on peut, en cas de déviation par rapport aux objectifs, augmenter un petit peu les points observés dans le cadre d'un audit ou d'une prospection. On peut là aussi apporter davantage d'éléments à l'approche. Voilà, je vous remercie. Et du coup, si vous avez des questions, ce sera Exactement. après. Merci beaucoup, à vous. Philippe.